durée moyenne d'un ministre de la Santé en France, c'est moins d'1 an. Je suis parti de ce gouvernement à cause de ça. Je vais peut-être pas me faire des amis dans les internautes qui vont nous lire. On applaudit les soignants pendant la canicule et pendant le Covid et pendant la grippe. Et puis au mois d'octobre, novembre, on nous dit que on est des terribles parce que nous avons beaucoup trop dépensé. Les infirmiers libéraux, notamment à 2 € le litre de gasoil, ont été, entre guillemets, oubliés dans les revalorisations. La consultation infirmière, là aussi, ce n'est pas du tout une consultation médicale, c'est pas le sujet. En France, c'est à peu près 180 € par Français qui est consacré à la prévention. En Allemagne, on est autour de 450. On a un problème de financement. On manque de médecins en France. On produit à peu près le même nombre de médecins qu'en 1970. Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. En tant qu'infirmière, puis cadre, j'ai utilisé Hublot pendant des années. D'abord comme infirmière, pour choisir quand venir en renfort dans les établissements, puis comme cadre, pour trouver rapidement des remplaçants et éviter de passer des heures à gérer les plannings. Aujourd'hui, Hublot réconcilie les aspirations individuelles et les contraintes des établissements de santé grâce à une plateforme RH qui permet de gérer au même endroit les recrutements, les remplacements, le planning et la gestion des temps. Avec plus de 1 million de professionnels inscrits et 6 000 établissements utilisateurs, Hublot est le premier vivier de soignants en France. Je suis ravie qu'Hublot soutienne le temps de la relève et les professionnels qui font évoluer la santé au quotidien. Il y a une phrase que j'entends régulièrement depuis plusieurs années. Il faudrait que ça change. Les infirmières le disent, les médecins le disent, les cadres le disent, les directeurs le disent, même les patients. Mais entre ce constat partagé et le changement réel, il y a parfois des années. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de comprendre ce qui se passe dans cet espace-là. L'endroit où les décisions se prennent, l'endroit où les réformes se construisent, l'endroit où certaines avancées voient le jour et où d'autres se heurtent parfois à la réalité du terrain. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un homme qui a connu plusieurs vies professionnelles. Médecin, député, ministre de la Santé. Bonjour Yannick Neuder. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Le temps de la relève. Je vous avoue que j'ai passé, je crois, beaucoup de temps à préparer cet échange parce que je pense qu'il est important que tous les professionnels de santé qui nous écoutent puissent mieux comprendre comment les décisions se construisent, mais aussi pourquoi certaines transformations, parfois tant attendues, sur le terrain sont si longues et si complexes à mettre en œuvre. Et surtout, j'aimerais que nous parlions de ce qui se passe concrètement derrière ces décisions, de ce que vivent les soignants, les cadres, les directeurs d'établissements qui nous écoutent. Mais avant toute chose, Yannick Neuder, je vais vous laisser vous présenter. Très bien, écoutez, bonjour à tous. Très heureux de passer ce temps d'échange avec vous et de pouvoir peut-être permettre une meilleure compréhension de nos systèmes. Ce que je peut-être me présenter, moi je suis avant tout un médecin, puisque moi je suis cardiologue, ça fait 30 ans que j'exerce, je suis un cardiologue hospitalier, je suis au CHU de Grenoble, j'y ai fait mes études et j'ai passé par tous les postes de la fonction hospitalière et je dirige le pôle de cardiovasculaire, le pôle thorax et vaisseaux depuis 2010. Et parallèlement, quand j'étais interne, j'ai été démarché à l'époque pour être conseiller municipal dans une petite ville. Et là aussi, j'ai fait le parcours conseiller municipal, adjoint, je suis devenu maire. Ensuite, j'ai été un parcours dans l'intercommunalité. J'ai été vice-président, président d'une intercommunalité qui a beaucoup grandi puisque j'ai commencé avec 11 communes et j'ai fini à 55 communes. Et puis ensuite, j'ai eu un parcours régional puisque j'ai été élu vice-président de la région, de la 2e région de France, Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai été en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, puis ensuite de l'Europe, du numérique,
de la santé, des formations sanitaires et sociales, des formations, infirmiers et autres. Et puis je suis devenu député en 2022, tout en continuant mon activité professionnelle, je tiens à le préciser, alors en adaptant, hein, le temps et en étant, à des temps plus partiels, mais j'ai souhaité garder ce contact avec, mes équipes, les patients, mon activité, ma vraie activité, je dirais. Et puis je suis devenu donc député en 2022. Ensuite, 6 mois après, en 2023, je suis devenu vice-président de la commission des affaires sociales. En 2024, je suis devenu, rapporteur général du budget de la sécurité sociale, hein, plus de 600 milliards de budget. Et puis en décembre, 2024, je suis devenu ministre de la santé, jusqu'en, octobre pardon, 2025. Et là, de nouveau, je suis député et j'ai repris mes fonctions, de chef de pôle au CHU de Grenoble. Donc une vie assez chargée. Si on reprend un petit peu vos tout débuts de médecin, vous auriez pensé que vous auriez une carrière politique? Non, pas du tout, c'est un enchaînement, de hasard, d'opportunités. Non, pas du tout, en fait, voilà, c'est moi, je me suis investi dans ma commune comme conseiller municipal parce que bon, voilà, j'étais l'enfant du pays. Je pense qu'à l'époque, la municipalité cherchait des jeunes, plutôt des étudiants. Un étudiant en médecine, je pense que ça faisait joli sur une liste municipale. Mais j'y ai trouvé un certain intérêt, c'est-à-dire que ça m'a sorti de mon cadre de professionnel de santé, parce que globalement, quand vous faites des études de médecine, en fait, je me suis rendu compte que j'avais finalement dans mon entourage plus que des amis du cercle médical, paramédical, voilà, donc on était beaucoup entre nous. Et le fait d'aller au conseil municipal, d'aller à la mairie, en fait, j'étais le seul soignant de l'équipe. Donc j'ai rencontré tous les milieux professionnels, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, voilà. Et j'avais vraiment des copains ou des copines de conseil municipal qui étaient très différents, de moi, et ça m'a beaucoup enrichi. Et puis il y a beaucoup de formations, parce que si on veut le faire correctement, on peut se former à bâtir un budget, qu'est-ce que c'est une politique d'urbanisme, l'eau, l'assainissement, la culture, enfin c'est très riche, hein, comment fonctionnent les écoles, vous présidez ou vous siégez dans beaucoup de conseils de surveillance d'établissements, notamment du médico-social, des EHPAD. Moi, j'étais en charge de ça notamment, d'un CCAS, d'un centre communal d'action sociale, qui est vraiment l'échelon que vous connaissez bien en tant qu'infirmière, qui est l'échelon de proximité avec la population. Donc c'est vrai que je suis resté 20 ans élu municipal, hein, puisque j'ai été maire, presque 20 ans. Donc, c'est voilà, c'est un rapport à la population. Vous êtes dans le concret, mais d'un autre côté, c'est derrière ce concret, eh bien, il y a des décisions qui se prennent. Alors après, il y a le rôle des collectivités locales avec la région. Et puis après, il y a faire la loi, parce que qu'est-ce que c'est un député finalement? Un député, ça écoute aussi ses 150 000 habitants de sa circonscription. C'est une courroie de transmission entre le local et le national, mais surtout ça légifère, ça fait les lois. Et puis troisième mission qu'on connaît pas toujours, ça contrôle l'action du gouvernement, puisqu'on peut contrôler ce qui est fait, puisqu'il y a une séparation du pouvoir entre, le parlement, qui légifère, et l'exécutif, le premier ministre et son conseil des ministres qui, eux, eh bien, sont l'exécutif. Et c'est, en fait un fonctionnement en parallèle. Et le sentiment que vous avez dit en évoquant votre introduction, en disant: «Mais finalement, personne n'est content». Je partage ce constat, hein, les patients, les élus, les soignants, la CNAM, l'État, personne n'est content. Mais si on réfléchit bien à ces causes de mécontentement, c'est qu'en fait, tout le monde a oublié 2 choses qui sont fondamentales. C'est qu'il n'y a pas de majorité dans ce pays, et pour prendre des décisions quand vous n'avez pas de majorité, vous ne pouvez pas prendre de décision. Et puis le dernier point, c'est qu'on a un problème de financement, puisque globalement, pardon de le dire aussi crûment, mais je crois que c'est aussi le but de ces podcasts, c'est que les caisses de l'État, sont vides, 3 300 milliards de dettes. Et je crois que, on s'apprête avec 2027 à avoir vraiment, une période, vraiment clé en 2027, de savoir si est-ce que le pays va tomber dans le populisme, qu'il soit de droite ou de gauche, ou alors, un discours du réel qui va permettre, de garder, une place, pour, un changement, une rupture, mais de rester, en dehors des extrêmes. Et je crois que c'est un sujet, important, mais j'ai très peur pour notre pays en 2027.
on rentre dans le vif du sujet, je vous remercie. Hem, En tant que médecin, quand vous faites vos premières années, soit d'internat ou alors quand vous êtes, voilà, en poste, heu, qu'est-ce que vous ressentez quand vous commencez à exercer? Est-ce que vous sentez déjà certaines choses, certaines limites du système de santé? Objectivement, pas complètement parce que je fais partie alors moi j'ai passé ma thèse en 97, j'ai été assistant chef de clinique, en 98, donc on est dans ces périodes où, moi c'est la passion, hein, qui me guide. On est dans un temps où je vois bien que mes internes n'ont pas connu ce temps-là, c'est-à-dire qu'on est dans un temps où on ne compte pas son temps justement. On ne compte pas son temps, on est à l'hôpital, on y arrive le matin. On finit à 22 heures le soir parce qu'on apprend à faire de l'échographie, on apprend à faire tel ou tel geste. Donc on est vraiment en formation et on compte pas son temps. On n'a pas dans l'esprit la notion de compter son temps. Le repos de garde n'existe pas. On est dans une voilà, on est à l'hôpital, je dirais, c'est notre vie, hein. C'est peut-être, et je critique pas, hein, l'évolution sociétale qu'il y a eu sur le rapport au travail, mais on est dans une période où on ne compte pas son temps. On a décidé de faire médecine et on voilà, on vit beaucoup autour de l'hôpital, et après de l'internat, enfin de ce qui fait la vie des étudiants. Et le premier sujet que je vois me faire, lever la tête en me disant: «Tiens, il y a un changement», c'est de voir l'arrivée des 35 heures à l'hôpital qui, on voit bien, change l'organisation et nous, les internes, on se retrouve à avoir finalement les 3 équipes soignantes dans la journée et ils commencent à avoir ce rapport au temps qui commence à être différent et de se poser ces questions: «Mais finalement, est-ce que je réussis ma vie, professionnelle? Peut-être, mais qu'en est-il de ma vie sociale? Qu'en est-il de ma vie personnelle?» Et on voit bien que, ce sujet-là, finalement, n'a pas vraiment été pris en compte chez les soignants parce qu'actuellement, on manque de médecins en France, hein. On produit à peu près, le même nombre de médecins qu'en 1970, hein, je me suis pas trompé. Sauf que nous ne sommes plus en 1970, il y a plus de 50 ans. Nous avons 15 millions d'habitants de plus, qu'il y a une émergence importante, une augmentation des maladies chroniques, du vieillissement de la population. Et puis surtout, le rapport au travail a complètement changé pour, les soignants, qu'ils soient médecins, non médecins. Et que, ce que nous avons vécu, l'absence de repos de garde, des tournées infirmiers, j'imagine, en permanence, les nouvelles générations ne veulent plus forcément sacrifier. Ils veulent mieux concilier, on va le dire comme ça, mieux concilier vie familiale, vie personnelle et vie professionnelle. Et ça, c'est une donnée qui a été prise en compte par personne. Donc je pense qu'on arrive à ce constat-là d'un système de santé qui ne tient que par l'engagement de ses soignants, parce que là, on le voit bien, on est en pleine canicule. Si ça tient encore, eh ben, c'est grâce aux soignants, comme ça tient quand il y a les grippes, comme ça tient quand il y a les cyclones. Voilà, c'est l'engagement des soignants, mais on ne règle pas, le problème de fond, de former plus, de former mieux, de réformer notre système de santé pour mieux prendre en compte la vie de nos soignants, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui reste fondamental. On s'engage pas dans ce métier par hasard et on voit parfois que beaucoup de soignants ont une perte de sens dans leur fonction, que ça soit en ville ou à l'hôpital. Moi, j'oppose jamais les 2 systèmes et qu'il y a une perte de sens. Les gens ont très envie de s'engager dans ces professions de santé pour, en gros, aider l'autre, soigner l'autre. Il faut une dimension empathique, il faut s'intéresser aux gens, il faut aimer les gens. Mais parfois, on a une espèce de technostructure, une lourdeur administrative, qui fait perdre le sens aux soignants. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. En tout cas, quand j'étais ministre, c'est quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Après, pour pouvoir changer ça, il faut vraiment pouvoir faire une réforme en profondeur de notre système de santé, qui n'est plus du tout adapté à prendre en charge des maladies chroniques, qui est un système de santé basé beaucoup sur les maladies aiguës et qui ne prend pas assez en charge, qui n'a pas fait le virage de la maladie, chronique, qui n'a pas fait le virage, du vieillissement de la population et du vivre à domicile, ce fameux virage domiciliaire et qui n'est pas non plus complètement armé pour faire le virage ambulatoire. C'est très bien de raccourcir la durée moyenne de séjour dans les hôpitaux. Personne ne souhaite être hospitalisé plus que de normal, mais il faut quand même des bras et des jambes, des soignants
médicaux, paramédicaux en ville, quand les gens rentrent chez eux. Donc on a un vrai sujet, de bascule démographique par ailleurs. Pourquoi, en tant que soignant, vous voyez, moi j'essaye d'être un peu porte-parole des personnes qui exercent à l'hôpital ou en ville, on a toujours cette impression qu'une réforme qui peut paraître très simple sur le papier va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, avant d'être visible pour les soignants. Alors, c'est ce sentiment d'impuissance publique parce que déjà, quand on vote une loi, donc vous savez qu'elle est votée en général, alors ça dépend, on va faire beaucoup de pédagogie. Si c'est une loi qui vient du gouvernement, ça s'appelle un projet de loi. C'est un projet de loi, c'est un membre du gouvernement qui l'apporte. Si c'est un parlementaire, que ça soit un député ou un sénateur, c'est une proposition de loi, hein. Il y a une qui monte du parlement, l'autre qui descend. Le projet descend du gouvernement, la proposition monte, du parlement. Donc c'est examiné en première lecture. Commission, assemblée, hémicycle. Ensuite, ça part au Sénat. C'est en première lecture à l'Assemblée. Ensuite, ça revient à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture et ça repart au Sénat. Donc, ce cheminement-là est parfois long. Alors, c'est ce qui protège aussi parfois nos institutions. Ensuite, une fois que cette loi est votée, eh bien ensuite, il faut pouvoir s'assurer que parfois elle est bien conforme à la Constitution, donc il faut avoir l'avis du Conseil constitutionnel. Et puis après, quand elle est promulguée, eh bien, c'est-à-dire quand le président de la République a signé la loi, eh bien, il y a les décrets d'application, les arrêtés qui doivent décliner. Et tout ça est souvent très engorgé, donc il y a besoin de simplifier tout ce système-là parce que globalement, il y a le sentiment que finalement, quelles que soient les politiques, eh bien, il y a un sentiment d'impuissance, publique, politique et ça, c'est cette lourdeur, de ce cheminement de la loi, qui doit pouvoir être accéléré. Ça ne veut pas dire que le parlement va moins bien travailler, mais je pense qu'ensuite dans les délais, d'application, dans les décrets d'application, tout ça est beaucoup trop long et qu'il faudrait mettre des délais d'application qu'une fois que c'est voté, il faut que dans les 6 mois, eh bien, ça soit appliqué. Je veux pas faire des choses trop simplistes parce qu'il y a aussi, des côtés très juridiques, constitutionnalistes, mais je pense que la France doit vraiment, s'accélérer pour que, les gens qui sont au bout de la chaîne, que ça soit des patients, que ça soit des soignants, des administrations, sentent que quand il y a une mesure, eh bien, il y a un changement du quotidien, du concret. Est-ce que vous avez l'impression que justement toute cette bureaucratie très française, c'est, un peu un frein à la transformation? Alors bien sûr, là, on parle du système de santé, mais on pourrait, peut-être parler, voilà, de l'éducation, de la justice actuellement, on en entend beaucoup parler. Toutes ces strates, en fait, heu, que nous on ressent administratives, est-ce que ça ne nous freine pas dans justement, cette transformation? Mais bien entendu, le ressenti est totalement exact. Mais au-delà du ressenti, je pense que, nous avons besoin de stabilité dans notre système. Et clairement, quand vous voyez que la durée moyenne, d'un ministre de la santé en France, c'est moins d'1 an, c'est pas en 1 an que vous pouvez transformer et réformer, un pays. Donc je pense que tout ça, c'est lié à l'instabilité politique au niveau de l'Assemblée nationale, qui fait que, bah, entre les motions de censure, les motions de rejet, enfin tout ce qui a rythmé les 49.3 et tout ça, on voit bien que en fait, il y a un chan une absence de stabilité et ça, c'est très dommageable au système parce qu'il n'y a plus d'incarnation et quand je pense que vous avez une volonté, là où il y a une volonté, il y a un chemin et je pense que vous devez incarner et pouvoir avancer et puis, bah, quand les ministres, changent et ben, en fait, l'administration reste. Alors quelque part, c'est bien parce que ça assure la continuité de l'action publique, mais ça permet aussi que le pouvoir parfois se dilue un peu auprès un peu trop à mon sens de l'administration. Donc je ne critique pas l'administration, je ne critique pas les fonctionnaires, mais je pense qu'il faut redonner aux politiques le rôle qu'il a, qui est celui de d'animer et de décider au sein de la cité et on voit bien qu'il y a un affaiblissement du pouvoir politique au profit d'institutions qui ont tendance effectivement à être un peu pléthoriques, à se bureaucratiser et à retarder, la décision. Donc c'est pour ça que je pense que 2027, eh bien, il y a vraiment besoin de pouvoir effectivement avoir, une nouvelle impulsion, un changement et puis de pouvoir derrière avoir un parlement, une majorité pour pouvoir accélérer et répondre mieux aux attentes de nos concitoyens. Cette bureaucratie, nous, en tout cas, on la ressent
dans nos hôpitaux. Moi, je vais vous raconter une anecdote que j'ai partagée il y a quelques jours sur les réseaux. Moi, j'ai dû faire opérer mon petit bébé de 14 mois. Et donc, il a fallu, vous savez, faire cette fameuse préadmission administrative. Cette préadmission administrative, c'était un parcours du combattant. Parce que on a dû m'envoyer des documents par mail, mais il manquait une pièce jointe, donc on a renvoyé des documents. J'ai scanné ces documents, mais je pouvais pas récupérer certains documents parce que mon compte Amélie était bloqué, sans que je sache pourquoi. Mais j'ai réussi à les récupérer parce que mon compte Amélie sur mon téléphone, lui, par contre, n'était pas bloqué. Et puis finalement, à la fin de ce parcours de préadmission administrative, on m'indique qu'il est quand même préférable que je vienne avec tous mes documents papier pour faire cette préadmission le jour de l'hospitalisation. Et moi, en tant que soignant, je me suis dit, c'est fou. Je pense qu'il y a eu 5 ou 6 personnes de l'hôpital qui ont dû, en tout cas, agir sur ce parcours-là. Mais il y a une perte de sens totale. Je pense que ces personnes-là, aujourd'hui, elles pourraient faire tout autre chose. Et ce qui m'a choquée, c'est que pendant cette période d'hospitalisation, se tenait Vivatech. Et là, je me suis dit, il y a un énorme décalage. C'est-à-dire qu'on va avoir des startups incroyablement innovantes. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire qu'en France, on a cette chance-là. Mais à l'inverse, on a l'impression que nos hôpitaux ne sont pas du tout prêts à mettre de l'IA, à avoir des solutions complètement innovantes. Parce qu'aujourd'hui, on en est au corps à la secrétaire qui va envoyer un mail qui oubliera la pièce jointe, ou au médecin qui va dicter son compte-rendu sur son dictaphone, ou alors l'infirmière qui va recevoir le fax du laboratoire d'en face. Quel est votre ressenti face à tout ça? Alors, votre ressenti, c'est le vôtre. Alors, j'espère quand même que toutes les préadmissions en France se passent mieux, mais votre analyse est juste. C'est toute la transformation d'un système. Moi, je fais partie des soignants moi, j'ai vu arriver le mail à l'hôpital. J'ai vu arriver le mail puisque la première fois qu'on m'a envoyé un mail, moi, ça devait être en 96 ou 97. C'est pour un poste d'assistant chef de clinique et la secrétaire de mon patron à l'époque me dit: «Je vous le confirmerai par mail», et je lui demande: «Mais qu'est-ce que c'est le mail?» Et elle m'explique: «C'est une messagerie», et je découvre ce que c'est. Vous voyez, je me rappelle de mon premier mail, c'est pour me confirmer que je suis assistant chef de clinique. Et donc on passe quand même du Minitel, faut se rappeler quand même de ça, avec ce bruit un peu étonnant, du Minitel, le fax, le mail, à l'intelligence artificielle. Et je crois que nous avons un retard sur l'évolution de notre système. On est très clairement convaincu qu'on pourrait gagner beaucoup de temps avec notamment l'intelligence artificielle. Il s'agit pas que l'intelligence artificielle remplace les soignants, hein, c'est pas du tout le sujet. Par contre, ça peut rendre du temps, notamment aux soignants. C'est ça, je pense que c'est extrêmement important. Moi, j'ai vu des logiciels d'intelligence artificielle, notamment à Vivatech et ailleurs, qui permettent à une infirmière qui rentre dans une chambre d'un patient, expliquer au patient les soins, ce qu'elle lui fait, expliquer l'administration du produit qu'elle est en train de faire. Tout ça est retranscrit dans le dossier de soins du patient, intégré au dossier médical, et globalement, quand elle sort de la chambre du patient, son dossier infirmier est rempli, ses transmissions, elles seront donc du coup faites, et il faudra qu'elle valide, mais elle retourne pas dans son bureau faire tout un tas de transcriptions papier avec des sources d'erreurs, absence de traçabilité et tout ça. Et ça, je pense qu'on a besoin aussi de former notre communauté médicale, paramédicale, puisque moi, quand j'étais vice-président de région en 2017, j'ai mis les premiers modules de formation, oui, c'était il y a presque 10 ans, de formation pour les infirmiers, puisque c'est les régions qui sont en charge des formations infirmiers, avec les IFSI, les IFAS, et soignants, on a mis les premiers modules. Donc il faut former plus, former mieux nos soignants, et puis on va pouvoir regagner du temps. Et ce temps, il s'agit pas de faire de la productivité, c'est de pouvoir garder aussi du temps de ces soignants qui ne veulent plus aussi avoir l'impression de travailler entre guillemets «à la chaîne», que ça soit en ville, passant d'une maison à l'autre sans avoir trop le temps de discuter, d'une chambre à l'autre sans prendre le temps. Cette dimension empathique, pour pouvoir développer l'empathie, la quête de sens qui anime les soignants, il faut un peu du temps. C'est pour ça que je pense que cette digitalisation de notre système avec des outils performants peuvent rendre du temps aux soignants,
Et je crois que ça fait partie, des choses, mais vous voyez bien que, il y a aussi de la fracture numérique. On a des gens plus âgés qui n'ont pas forcément accès encore, à l'internet et autres, donc il faut, voilà, il faut favoriser ça. Mais je pense qu'on a besoin clairement de pouvoir, moderniser, nos hôpitaux qui seront donc encore une fois, une quête de sens qui permettra de ramener du sens à nos soignants, mais qui va permettre aussi d'améliorer ces process. Et vous parliez de votre compte Amélie. Je ne sais pas où en est les chiffres actuels, mais moi, c'est quelque chose que je regardais beaucoup quand j'étais ministre parce que le rêve, ça soit que nos 68 millions de Français et rempli, dans leur compte Amélie leur espace santé, ce qui nous permettrait d'avoir une interopérabilité, dès que vous voyez un soignant en ville, à l'hôpital, dans une clinique et qui puisse, grâce à sa connexion, pouvoir voir l'ensemble de vos examens et malheureusement, on n'a que 23-25 millions de Français qui ont créé ce compte-là. Donc il faut qu'on digitalise également chacun, notre espace santé, qu'on puisse se l'approprier pour que les professionnels ensuite puissent ensuite les consulter, pour qu'on ait plus ces problèmes d'interopérabilité. Quand vous avez passé un scanner dans une clinique, que vous arrivez à l'hôpital, que l'équipe de l'hôpital n'arrive pas à lire le scanner, on recommence le scanner. C'est des marges, d'efficience qui sont au final importantes. Mais tout ça prend du temps et je pense qu'on n'a peut-être pas assez donné, les moyens et la priorité pour, transformer notre hôpital en hôpital de demain. Je crois que c'est un peu le rêve de tous les soignants, vous voyez? C'est que d'avoir le patient qui arrive dans votre service et vous avez de suite un accès, voilà, à ses, derniers examens et cetera. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Mais on heu, tend à le faire, il faut pas moi j'ai toujours tendance à voir aussi le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il faut aussi donner de l'optimisme, mais je pense qu'on a pris du retard, qu'il faut l'impulser, voilà, ça se fait pas spontanément. pensez que justement les outils proposés, ils sont adaptés? Heu, Moi, j'ai énormément travaillé sur mon espace santé, quand j'étais, dans un poste, à l'hôpital où je m'occupais des secrétariats médicaux. C'était un parcours du combattant pour nous d'arriver à ce que notre logiciel patient puisse envoyer les documents sur mon espace santé. On avait la messagerie aussi sécurisée qui arrivait à ce moment-là. C'était extrêmement complexe pour les hôpitaux de Alors mettre je tout pense ça que en place. bon, moi dans l'hôpital où je suis, on a Easylit, bon voilà, c'est du quotidien. Maintenant j'ai Quête 360 qui me permet de programmer tous mes examens. Je trouve que ça tend plus on l'utilise, plus on y a vu les difficultés, plus, nos services informatiques peuvent améliorer tout ça. Ça tendra à s'améliorer, mais c'est grâce au collectif aussi qu'on va améliorer l'outil, hein, mais c'est vrai que moi je parle de l'arrivée du Gulper dans notre système hospitalier où on confectionnait les fiches pour, après gulpériser tout ça. Il y a aussi du travail qui a été fait. Après, on est aussi, enfin moi je m'estime une génération où on a vu arriver, l'outil. Il faut voir nos enfants qui quasiment naissent avec et n'auront pas ces problèmes qu'on a pu rencontrer de se faire à l'outil. L'outil, il est inné chez eux. Ce qu'il faudra par contre être très vigilant, chez nos enfants, c'est de garder cette culture, du questionnement parce que toutes ces données, eh bien, il faut être sûr que ce ne soient pas des fausses données. Donc il faut faire attention aux mauvaises informations, aux désinformations. Il faudra qu'on fasse attention, c'est-à-dire que nous, on était pas mal formés, je dirais, à l'esprit critique. On n'avait peut-être pas l'outil, numérique, informatique, en main. Là, maintenant, ils naissent quasiment avec l'outil numérique en main. Mais il faudra aussi qu'on développe leur esprit critique parce qu'il y a beaucoup de désinformation, notamment en santé. C'est le secteur où il y en a le plus et il faut faire très attention parce que la désinformation en santé, c'est pas une opinion, hein. Et c'est une désinformation, c'est un risque pour le malade. Ça peut tuer des malades quand on voit des patients qui arrêtent leur, traitement conventionnel parce qu'ils ont vu telle ou telle, mauvaise information et on voit bien que on ne pourra pas améliorer notre système sans 2 leviers importants qui sont la prévention et l'innovation. Et concernant la prévention, par exemple le dépistage du cancer, eh bien, on voit bien qu'il y a pas assez de dépistage qui se pratique. Sur la vaccination, on pourrait éradiquer le cancer, du col de l'utérus, chez la jeune fille. Eh bien, on a un taux qui n'est pas satisfaisant de vaccination, des soignants et d'ailleurs de la population en général. Donc je pense qu'on a aussi des points à travailler parce qu'on ne peut pas se satisfaire, par exemple,
que 20% de nos soignants soient vaccinés pour la grippe. On a un petit problème au pays de Pasteur, au pays des Lumières. Moi, j'arrive du Danemark. Je suis allé étudier là pendant 3 jours le système de santé danois. C'est des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et quand il y a effectivement une consigne de vaccination, eh bien, la population se vaccine, les soignants montrent l'exemple. Et je pense que là-dessus aussi, il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes d'outils, mais on doit aussi montrer la voie. C'est la responsabilité collective de nous, soignants, et je me mets vraiment à l'échelon des soignants, de pouvoir préconiser la vaccination de la grippe, la vaccination du pneumocoque quand on est insuffisant cardiaque, et la vaccination de la méningite chez nos jeunes, le papillomavirus chez les jeunes filles, chez les jeunes garçons, au collège. Enfin, je crois qu'on a vraiment aussi tous un rôle de santé publique, d'expliquer aussi la bonne alimentation, l'activité physique, lutter contre la sédentarité. On a près de 20% de notre population qui est obèse. On a vraiment des sujets de santé publique qu'il faut poser aussi au milieu de nos choix politiques. Vous me tendez une perche avec la vaccination de la grippe parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que moi j'ai été infirmière hygiéniste, notamment en plus pendant l'épidémie Covid. Donc j'ai piloté les cellules Covid et les équipes d'hygiène. Et donc bien sûr le sujet de la vaccination, alors Covid puis après grippe, était un sujet majeur. Pour autant, on n'arrivait pas à vacciner nos soignants. Alors c'était un constat qui était assez frappant, c'est que on vaccinait beaucoup les médecins, en tout cas moi dans l'établissement où j'étais. Et puis dès qu'on arrivait aux infirmiers, on perdait, on va dire bien 20-30%. Et puis sur les aides-soignants, les ASH, les services techniques et cetera, là, c'était catastrophique. Vu que vous revenez du Danemark, c'est Mais quoi beaucoup alors la différence? Ah bah, déjà, il y a beaucoup, alors déjà, on n'est pas les mêmes peuples, hein, on n'est pas les mêmes populations, donc nous, on est un peu latins, on a envie de faire, un peu trop ce qu'on a envie de faire, hein. C'est quand même, un individualisme marqué. On n'aime pas trop les consignes, mais je crois qu'en termes de santé publique, c'est bien justement le respect des consignes. C'est comme dans l'hygiène, hein, il faut respecter les consignes d'hygiène. Si une seule personne ne les respecte pas, la chaîne de contamination, se produit. Si une personne ne respecte pas l'ambiance stérile au sein d'un bloc opératoire, elle met en péril toute l'équipe, le patient, enfin, donc il faut une discipline collective, et on voit bien qu'il y a beaucoup de désinformation. Moi, j'ai entendu des conversations lunaires de soignants, notamment lors de la vaccination, pour le Covid, moi, j'entendais des personnes qui disaient qu'ils se faisaient pas vacciner parce qu'on leur injectait des puces et qu'on allait les surveiller et les contrôler. Enfin, c'est quand même, il y a un niveau de désinformation extrêmement important. D'ailleurs, j'ai déposé, moi, une proposition, de loi là, enfin, je vais la déposer d'ici quelques semaines pour justement lutter contre la désinformation, et notamment en santé, parce qu'on doit pouvoir justement mesurer cette désinformation en santé par un observatoire, avoir une cellule riposte pour, riposter sur les réseaux sociaux, quand il y a une fake news, de pouvoir protéger, aussi, les personnes qui lancent des alertes sur des fausses informations, et puis sanctionner pénalement les personnes, on l'a encore vu avec l'épisode d'Antavirus, qui désinformaient complètement la population, et je pense qu'on voit bien, hein, 20% des Français maintenant prennent des décisions concernant leur santé en fonction de l'intelligence artificielle. Donc si vous ne contrôlez pas vos sources, si vous ne développez pas l'esprit critique en disant: «Mais attention, ce que tu me dis, ça vient d'où? C'est quoi ta source?» Eh bien, sans le vouloir, parfois, des gens propagent de la mauvaise information. Et puis la grippe, je crois que, il y a aussi un sentiment que, bah, finalement, les gens ne se rendent pas compte que ça peut être grave, et que dépend les pathologies que vous avez, bah, ça peut vous faire une hospitalisation grave, ça peut vous emmener en réanimation. Donc le fait de vacciner, vous amène à moins de complications, moins d'hospitalisation, donc ça soulage la tension de nos soignants. Mais il faut vraiment qu'on voilà, il y a 2 moyens. C'est-à-dire qu'il faut approcher la vaccination au plus près. C'est la des conditions qui créent le larron, je dirais. Donc c'est pour ça que moi je prône beaucoup qu'au niveau des cabinets infirmiers, des médecins généralistes, des pharmacies, il y a des petits stocks de vaccins, tout comme il y en a à l'hôpital, où dès qu'il y a une condition qui s'y prête, et ben, quand on est en période vaccinale, on propose, parce que parfois c'est un peu compliqué de prendre un rendez-vous. Donc il faut vraiment avoir cette question de vaccination d'opportunité, et puis surtout d'essayer de convaincre les gens qui sont réticents, souvent pour des fausses informations, parce qu'ils sont eux-mêmes ensuite vecteurs de transmission pour des gens qui peuvent être beaucoup plus fragiles. Donc c'est une éducation à la santé qui, doit aussi, se faire au sein des écoles.
Moi, j'ai fait une proposition de loi là qui a été votée sur, les facteurs de risque cardiovasculaire, hein, puisque j'avais fait ça quand j'étais ministre au niveau, européen et en décembre 2025, la Commission européenne a voté au niveau européen un plan cœur. On l'a décliné et on l'a voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale au mois d'avril. Elle a été votée ensuite au mois de mai au Sénat et qui permet justement on a un infarctus, un AVC toutes les 2 minutes en France, 140 000 décès par an. Donc et on pourrait dans 80 des cas éviter, ces causes-là avec, un contrôle de la tension artérielle, un dosage de la glycémie pour regarder si on n'a pas un diabète, un dosage du cholestérol, arrêter de fumer. C'est des mesures assez simples qu'on peut, proposer, aux gens sur leur lieu de travail. On peut l'enseigner à l'école, au collège, au lycée. C'est ça l'objectif d'avoir cette grosse prévention où les acteurs de santé doivent être effectivement des porteurs de la bonne parole pour convaincre notre population parce que vous pouvez avoir de l'hypertension. On a 11 millions de Français qui ont une hypertension artérielle. 6 millions ne savent pas qu'ils en ont. Donc, en fait, ils ne se sentent pas malades. Pareil pour le cholestérol. On a 20% de la population qui a du cholestérol qui ne le sait pas. On a une prévalence du diabète qui augmente, hein, jusqu'à 10% dans certaines régions, notamment l'outre-mer. Donc, tout ça, ça va fabriquer des pathologies cardiovasculaires, alors qui vont coûter cher par ailleurs, qui vont coûter cher à notre système de soins, qui vont coûter cher en indemnités journalières, qui vont un défaut de production, une perte de PIB parce que quand dans une entreprise, quelle que soit sa taille, vous avez un salarié qui fait un AVC à 50 ans, et ben, c'est pas la même productivité, c'est dramatique pour, le patient, pour sa famille et je pense que tout ça pourrait être évitable. Donc on a beaucoup, beaucoup de prévention à faire en France. On a un système de soins qui est beaucoup trop tourné sur le curatif. Il faut investir sur la prévention. Quelques chiffres, hein, en France, c'est à peu près 180 € par Français qui est consacré à la prévention. En Allemagne, on est autour de 450. Donc on voit bien qu'on n'investit pas assez dans la prévention. Justement, sur la partie prévention, vous avez évoqué, notamment les cabinets d'infirmiers de ville. Heu, je sais que vous avez beaucoup œuvré, en tout cas pour le rôle de l'infirmier sur ces dernières années. Quelle est votre vision aujourd'hui sur, la loi infirmière qui a été votée en 2025 et son application? Alors moi, la loi infirmière, j'étais pour puisque j'étais le ministre qui était au banc, donc j'y étais très favorable. Je crois qu'on a une évolution, complète du métier, d'infirmier avec ces trois valences. Le diagnostic infirmier qui est extrêmement important et qui n'a rien à voir avec un diagnostic médical. Je sais que ça faisait peur à la communauté médicale, mais ce n'est pas du tout, le sujet. C'est de repérer un certain nombre de choses qui sont propres au diagnostic infirmier, quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps. La consultation infirmière, là aussi, ce n'est pas du tout une consultation, médicale, c'est pas le sujet, mais je vais prendre un exemple, par exemple, quelqu'un de 75 ans qui doit avoir une chimiothérapie, qui fait sa chimiothérapie à domicile, en hospitalisation à domicile, par exemple. On a 4 millions de patients qui sont hospitalisés à domicile. Eh bien, l'infirmière, elle ne peut pas venir juste pour son geste technique, brancher, dans son pipeline, sa chimiothérapie. Si elle explique pas les complications, si elle explique pas la durée, tout ça et tout ça, c'est du temps. C'est pas que le branchement qui doit être valorisé. Donc cette consultation infirmier, d'ailleurs, si elle est pas bien faite, si elle est pas faite d'ailleurs, on voit bien que le patient ne sera pas observant à son traitement. Donc c'est grâce justement au temps infirmier passé à accompagner les patients dans des traitements lourds, cette fameuse consultation infirmière, eh bien que on pourra avoir un bon taux de suivi, de la prise en charge et puis le traitement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent soulager, l'autre système, de santé, sur, le pouvoir de prescription, des infirmiers, alors encadré toujours, c'est pas le sujet et l'idée personne moi je travaille depuis 30 ans avec des infirmières, personne ne veut le devenir, elles ne veulent pas du tout devenir des médecins, de proximité, c'est pas le sujet. Mais sur la prise en charge des plaies, sur beaucoup de choses, je pense qu'il faut pouvoir se libérer parce qu'au final, c'est le patient qui gagne, et je crois que, les médecins ont par ailleurs aussi beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses pour être, délégués, mais la délégation de tâches dans le cadre, d'un protocole, tout ça, peut se faire en bonne intelligence. Moi, je crois pas à la dualité, des corps, c'est quelque chose
qui, à mon avis, a existé, mais maintenant on voit bien qu'on travaille tous autour du patient, dans l'intérêt du patient, avec un médecin généraliste qui reste, entre guillemets, un peu le chef de gare, le fameux médecin traitant qui est propre à notre système, de soins et qui, je pense, est important. Mais comme on a, le pharmacien référent, on a le médecin traitant, d'avoir aussi, cet infirmier, référent, ça me paraît important pour les patients. Certains infirmiers, on va même dire beaucoup d'infirmiers, ont été assez déçus parce qu'il y a eu quand même, en décembre 2025, il me semble, vraiment cet engouement en se disant: «Ça y est, c'est voté, on va avoir les consultations, des prescriptions élargies». Et puis, ces dernières semaines, on a eu quand même cette impression que ça retombait un petit peu comme un soufflé, qu'en tout cas, c'était pas tout à fait en accord. Vous nous avez expliqué justement le on va dire l'architecture du décret, de la loi et cetera. Heu, Vous comprenez aujourd'hui que certains soignants se sentent un petit peu démotivés et déçus? Ah mais complètement, hein. N'oublions pas que je reste, médecin et que je pratique une fois par semaine, donc je vois quand même beaucoup de soignants et puis en tant que député, les infirmières de ma circonscription, il y a des problématiques, de 2 ordres. Il y a des problèmes de reconnaissance dans les décrets qui ne sont pas fidèles à l'esprit de la loi et puis il y a une reconnaissance financière, pardon, mais quand on voit que, les infirmiers libéraux, notamment à 2 € le litre de gasoil, ont été, entre guillemets, «oubliés» dans les revalorisations, et qu'on en est toujours à 6 € et quelque chose, la prise de sang à domicile, je pense que, c'est pas comme ça qu'on va prendre le virage ambulatoire et le virage domiciliaire et quand on fait des perspectives à 5-10 ans, on voit très bien que, c'est des professionnels de santé qui envisagent souvent de mettre fin, je crois dans près de 50 des cas, à leur activité. Donc je crois que avec le vieillissement de la population, qui est un véritable sujet, avec des gens qui vont être de plus en plus vieux, qui vont vouloir rester chez eux, c'est un enseignement de la crise Covid, si on n'a pas ce réseau de maintien à domicile dont font partie naturellement les soignants, il n'y a pas que les soignants pour maintenir quelqu'un à domicile, hein. Il y a les auxiliaires de vie, les structures comme les associations, comme type chez moi les ADMR, il y a beaucoup de choses. Mais, si on ne revalorise pas et qu'on maintient pas, le sens de ces professionnels de santé de pouvoir tourner dans leur véhicule, la dépendance au véhicule thermique est vraiment importante, hein. Heu, c'est vrai que quand, sur une faire 10-15 kilomètres pour aller faire une prise de sang à domicile à quelqu'un qui peut pas se déplacer, je suis pas sûr que ça soit rentable. Donc il faut quand même faire attention. Il y a un équilibre médico-économique et je pense qu'on ne voit pas assez les professionnels libéraux, comme aussi, pardon, hein, du terme, mais des chefs d'entreprise. Quand vous avez un cabinet, médical, paramédical, vous avez des charges, vous avez un loyer, vous avez comme, entre guillemets, «une entreprise» et vous êtes bien obligé de faire face à vos charges. Donc je crois qu'il faut être prudent et ça, je trouve que c'est pas non plus assez enseigné durant les études, que quand on devient ensuite libéral, eh bien, on a aussi comme une entre guillemets «une boutique» à tenir avec des charges, des dépenses, des recettes, un comptable, un expert comptable, un banquier. Tout ça, c'est aussi cette vision libérale, c'est ce qui fait la richesse de notre système de santé. Eh bien, c'est aussi une prise de risque pour les professionnels de santé qui ont besoin aussi de se projeter dans leur organisation professionnelle. C'est pour ça aussi que je plaide pour une pluriannualité budgétaire parce que là, pour l'instant, chaque année, on ne parle jamais de la santé en France qu'au moment du budget. Donc on applaudit les soignants pendant la canicule et pendant le Covid et pendant la grippe et pendant tout ça. Et puis au mois d'octobre-novembre, on leur dit que, on nous dit qu'on est des terribles parce que nous avons beaucoup trop dépensé. Donc je pense que ça, c'est pas très sérieux de pouvoir parler que de la santé, au moment, au moment du budget. Je crois que les soignants, ils protègent les Français, comme le font les policiers, comme les font les gendarmes, comme les font les militaires, à travers des ministères qui sont régaliens, comme le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, avec des lois de programmation pluriannuelles. On vient de voter la loi de programmation, des de l'armée. Eh bien, je pense qu'au niveau, de la santé, c'est pareil. On doit redonner le côté régalien à notre ministère, de pouvoir avoir effectivement une loi pluriannuelle sur 5 ans. Je trouve que ce serait déjà pas mal. La durée d'un quinquennat avec, je l'espère, en 2027, un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement qui pourront s'engager sur des mesures qui permettront à 5 ans de pouvoir porter les choses, qui permettra
à l'écosystème, nos industriels de la biotech, de la medtech, de la pharmacie, mais également nos soignants, libéraux, nos hôpitaux publics, privés, de se projeter dans leur budget. Et puis si on fait des mesures de prévention, eh ben, on sait très bien que le retour sur investissement, pardon d'utiliser ce terme un peu financier, mais c'est bien de ça dont on parle. Si on veut dépister demain l'hypertension, le diabète, le cholestérol, ben, on espère bien un retour sur investissement entre 3 et 7 ans pour voir le nombre d'AVC, le nombre d'infarctus diminuer et par-delà améliorer la qualité de vie et de santé de notre population, diminuer son hospitalisation, diminuer la consommation de soins, être plus à même d'aller au travail. Mais tout ça, pour revenir à votre question initiale de dire: «Est-ce que vous comprenez les soignants?» Oui, parce que au final, la revalorisation n'est pas au rendez-vous, financière notamment. Et là, je pense que ça doit nous interroger collectivement. C'est-à-dire qu'on a un rapport au travail, on a un problème en France. Et ça, moi, je crois que je suis plus ministre, je suis parti de ce gouvernement, à cause de ça. Je vais peut-être pas me faire des amis dans les internautes qui vont nous lire. Mais vous voyez, j'étais au Danemark. L'âge de la retraite au Danemark, c'est 70 ans. Ils sont passés à 70 ans. L'Allemagne, l'Italie, qui sont nos principaux pays frontaliers, sont à 67 ans. Et nous, on vient de revenir à 62 ans. Donc, je pense qu'on a un problème. Il faut dire la vérité des prix aux Français. On peut pas avoir 3 300 milliards de dettes, vouloir un niveau de protection sociale là-haut, reste à charge le plus bas d'Europe et ne pas travailler pour créer cette valeur. C'est-à-dire que si on ne crée pas de la valeur pour faire face au vieillissement de la population, aux maladies chroniques, moi, je sais pas, où va arriver l'argent. Donc je suis très, moi aussi, j'aimerais bien la retraite à 60 ans, à 62 ans, mais qui paye? Et je me méfie en 2027 d'avoir ces discours très populistes. On va raser gratis à l'extrême droite, à l'extrême gauche, avec des programmes assez hallucinants, de retraite à 62 ans, voire même à 60 ans pour certains. Donc 10 ans de moins que nos voisins européens, mais qui va financer tout ça? Et je pense que, bah, ça va se financer sur le dos de la santé des Français, parce qu'à un moment, les retraites sont un coût énorme, hein, 450 milliards par an. Et bien là, on le voit bien, après, bah, sur la santé, il faut qu'on fasse des efforts. Moi, je me refuse à ce qu'on fasse des efforts sur le dos de la santé, des Français. Je pense que le rapport au travail a changé. Restent des sujets importants, la retraite des femmes, la pénibilité, qui sont des vrais sujets. Mais je pense qu'il ne faut pas raconter de mensonges aux Français et les Français, ils en auront bien conscience. Ils savent très bien que c'est pas en travaillant moins qu'on va pouvoir améliorer son pouvoir d'achat, qu'on va pouvoir améliorer sa meilleure prise en charge de santé et tout ça. Je crois au bon sens, populaire, le bon sens, près de chez vous. C'était un slogan d'une banque, c'est bon sens. Justement, une infirmière libérale, elle travaille jusqu'à 70 ans? Bah, ça C'est-à-dire, est-ce qu'elle va lever son patient, non, faire mais sa je pense toilette au que lit et cetera? mais bien sûr que non, mais on peut s'adapter. Je veux dire, on peut très bien avoir on peut avoir plusieurs vies professionnelles dans sa vie. On peut peut-être en sortie d'école être très attiré par la technique, les blocs opératoires, les actes invasifs. Donc on peut peut-être passer une première partie de sa vie à l'hôpital, puis après, bah, peut-être que ces 3-8 et compagnie ne sont plus vraiment adaptés. Avoir une carrière effectivement libérale où on maîtrise mieux son agenda, on a une relation au patient qui est plus renforcée. Puis on peut très bien avoir une troisième partie de vie où on fait toute cette partie santé publique et dans l'éducation nationale, la sensibilisation des populations, la prévention. Vous voyez, je pense que tout ça, c'est pas hop, à jusqu'à 62 ans, tu es apte, tu as 0 inaptitude et à 62 ans et un jour, ça y est, tu plus bon à rien. Même combat chez les médecins. Bien sûr qu'à partir de 67 ans, le médecin hospitalier part en retraite. Moi, j'ai vu beaucoup de mes collègues qui étaient, entre guillemets, «obligés» de partir et qui seraient bien restés. Alors naturellement, pas pour faire des week-ends de garde à 67 ans, mais faire de l'enseignement aux étudiants, pouvoir, faire des conférences, pour pouvoir s'investir dans la recherche clinique, pour c'est du savoir qui n'est pas assez, utilisé. Et ces soignants-là, ces médecins, ces infirmiers sont plutôt, engagés de nature. Quand vous avez passé votre vie à vous engager, à faire, beaucoup d'heures dans une semaine, que vous ayez besoin à partir d'un temps de temps pour soi, c'est bien normal. Mais je pense que
garder un temps de 20, 30 jusqu'à 40 au choix des gens, de garder une activité qui n'est pas une activité qui vous accable, mais qui vous fait plaisir. Je pense qu'une infirmière, quand elle peut sentir qu'effectivement le travail à domicile, lever les patients à partir d'un certain âge devient difficile, mais qu'elle pourrait, par exemple, dans un système beaucoup plus fluide, être, par exemple, infirmière scolaire dans un collège, expliquer la vaccination au papillomavirus sur des horaires de collège, expliquer, qu'il faut pas manger de l'alimentation ultra transformée, qu'il faut faire de l'exercice physique. Je pense que ça a une valeur importante, donc ça veut dire qu'il faut aussi une certaine flexibilité en fonction des âges de la vie pour qu'on ait le bon soignant au bon endroit, au bon moment. Mais je pense que par ailleurs, pour les soignants, on a aussi ce sentiment qu'on peut être utile. Moi, je suis très étonné, je travaille beaucoup avec les associations, de, de la responsabilité de tout ce qui est la défense civile, que ça soit la Croix-Rouge et autres. Souvent, c'est souvent des soignants en retraite, hein, qui s'investissent dans la Croix-Rouge, dans la sécurité civile et compagnie, et qui ont envie de pouvoir continuer à apporter leur expérience, leur savoir-faire, à des soignants, ou sur le côté réserviste ou sur le côté engagement. Je l'ai vu à Mayotte, par exemple, quand je me suis rendu par 2 fois à Mayotte pour, le cyclone, quand je suis allé, à La Réunion pour le chikungunya, la les secours, civils étaient souvent représentés par des soignants qui étaient, en retraite. Donc je pense que il faut revoir ce rapport, au travail, on est voilà. En tout cas, il faut pas nier la pénibilité, voilà, mais je pense que c'est pas tout ou rien. C'est pas à 70 ans, on fait les 3-8, on lève des malades et d'un coup d'un seul, on fait plus rien. Je pense qu'il y a et ça, que j'ai trouvé par exemple qu'au Danemark, ils avaient beaucoup plus, par exemple sur l'obésité, ils font beaucoup de programmes sur, l'obésité qui est un fléau chez eux comme chez nous, et ça peut être fait par, des personnes qui ont aussi de l'expérience. Dernièrement, le ministère a sorti quelques chiffres, sur l'épuisement un petit peu des soignants. Un soignant sur 2 a connu un épisode d'épuisement professionnel. 61% déclarent souffrir de troubles du sommeil. Certaines mesures sont commencées à sortir sur la santé des soignants. Moi, j'avais reçu sur le podcast Alexis Bataille-Imbert et le docteur Marine Crest sur le sujet de la santé, des soignants suite au rapport ministériel qu'ils avaient porté. Comment on en est arrivé à un système où, ceux qui soignent sont eux-mêmes en souffrance? Bon, on arrive avec, ce que vous l'avez dit, ce que nous disons depuis finalement, cet entretien, c'est-à-dire qu'un système de santé qui ne s'adapte pas et qui est là, à faire face aux crises, aux pics, avec toujours en demandant un peu plus, sans envisager de réformes structurelles. On va prendre les urgences, par exemple. 40 des passages aux urgences pourraient être évités. Je pense que si on avait une meilleure organisation, ville, avec des professionnels, libéraux qui sont aussi, contents, de faire cette médecine libérale, d'avoir ces parcours coordonnés, qu'on arrive à mailler le territoire avec ces petites unités primaires de soins, avec l'accès à de la biologie, de la radiologie, de la consultation, médicale et de la prise en charge paramédicale, 80 des sujets sont réglés, n'ont pas besoin de recours à l'hospitalisation, et on sait très bien qu'une des grandes causes de désorganisation de l'hôpital, c'est les hospitalisations non programmées, c'est les urgences qui débordent, c'est les lits couloirs ensuite dans les services. Donc je pense que c'est toute cette réorganisation à faire qui permettrait que chaque soignant qui se rende au travail, que ça soit à l'hôpital, mais également en ville, parce qu'en ville, il y a aussi tous les problèmes d'insécurité, de violence vis-à-vis des soignants, hein. Plus de 23 000, 25 000 soignants sont agressés, chaque année, donc qu'ils aient pas la boule au ventre de se dire, «Est-ce que je vais avoir peur de me faire agresser?» Donc pour moi, c'est tolérance zéro vis-à-vis des agressions aux soignants. C'était quelque chose qui m'avait tenu à cœur quand j'étais ministre, puisque j'avais lancé dès janvier le plan de lutte contre les violences faites aux soignants, que ça soit des violences physiques, mais les violences sexuelles et sexistes également, avec, la loi Pradal que j'avais soutenue pour renforcer justement, les sanctions pénales vis-à-vis, des agresseurs, pour pouvoir rendre aussi anonyme le dépôt de plainte des soignants pour éviter, les représailles, puis pouvoir protéger, nos soignants. Donc je pense que chaque soignant le matin quand il part travailler, où qu'il soit en libéral ou en structure, et ben, il n'ait pas, la peur de se faire agresser et puis la peur de ne pas arriver à faire sa charge de travail tellement elle est immense.
Et ça, je pense que, c'est aussi, un des arguments qui plaident que souvent, au bout d'un certain nombre d'années de pratique, on va prendre par exemple, entre guillemets, «la durée de vie» d'une infirmière à l'hôpital. Au bout de 10 ans, on sait très bien que 10 ans, d'hôpital aux 3-8 aux cadences qu'elles sont et ben, en fait, souvent, les gens quittent le métier. Alors c'est un métier qu'ils aiment, mais, ils ça a trop de répercussions sur leur vie, personnelles et notamment avec les ce que vous décrivez, hein, troubles du sommeil, troubles de l'humeur et puis après vraies pathologies organiques aussi liées, au stress au travail. Donc je pense que l'amélioration des conditions de vie de nos soignants est fondamentale parce que je pense que un soignant heureux, un soignant qui est content de faire son activité dans de bonnes conditions, je pense qu'aussi le patient est mieux soigné et le patient, il le ressent, hein, quand le soignant, il est au bout de sa vie, hein, pardon de l'expression, bah, on voit bien que le soignant est pas pleinement disponible pour le patient, hein. On a toujours ces enquêtes, aussi d'opinion des patients. Moi, je rencontre beaucoup aussi les usagers, hein, de nos systèmes de santé, les patients experts. Tout ça, on a un enrichissement, de ces expertises de patients. Donc tout ça, c'est des projets, de longue haleine qui, vous le comprenez bien, nécessitent pas un ministre de 9 mois. Il faut des mesures de long terme. Il faut retrouver cette confiance avec les soignants pour pouvoir transformer, notre activité, de ville, notre activité, d'hospitalisation, pour arriver vers cette prise en charge de nos pathologies chroniques, de transformer un système qui était très organisé pour l'aigu vers un système qui est organisé pour le chronique avec plus de prévention, qui à terme permettra d'avoir des économies d'efficience en santé et qui permettra justement d'avoir des marges de manœuvre pour financer l'innovation, j'en ai parlé tout à l'heure, l'accès aux nouvelles molécules, l'accès à des biotech, l'accès à des dispositifs médicaux innovants qui vont permettre parfois d'améliorer la qualité de vie de nos patients et leur prise en charge. Sur ce virage justement de l'innovation, quelle est, on va dire, la transformation qui vous paraît aujourd'hui indispensable? On a parlé de l'intelligence artificielle, certes, mais je crois que ce qui nous permet, la transformation la plus importante, qui est attendue en tout cas par le système des biotech, par le système des medtech, par le système de la pharmacologie, de la pharmacie en général, c'est que quand on a des nouvelles molécules, quand on a des nouveaux dispositifs, eh bien que c'est en fait le passage de la paillasse au lit du malade. C'est-à-dire que les temps de passage pour que les patients puissent en bénéficier, sont trop longs, donc on doit gagner en efficacité. Il y a trop de lourdeur entre l'HAS, l'ANSM, le CEPS qui définit le prix. C'est un peu le parcours du combattant pour, les entreprises, les startups, les autres et faire attention que la France ne soit pas délaissée au profit d'autres pays, voire même d'autres pays extra-européens. Et là, ça reboucle avec la nécessité de cette souveraineté sanitaire que nous avons bien touché du doigt pendant le Covid, hein. Il faut quand même se rappeler qu'on n'avait pas de masque, qu'on n'avait pas de respirateur, hein, donc les soignants avec des sacs poubelles. Enfin, il faut se rappeler toute cette période et je crois qu'il faut en permanence se rappeler ces conséquences du Covid, donc cette souveraineté sanitaire, de pouvoir produire nous-mêmes en France ou en Europe les médicaments indispensables, les équipements, médicaux, je parlais des respirateurs, les moyens de protection, de favoriser que notre structure, de nos usines à gants, nos usines à masques puissent bien être, franco-françaises et ne pas dépendre de pays tiers, ça fait partie de la souveraineté. La santé est une arme, hein, je le disais, les soignants proposent, défendent la population, protège la population comme le font les militaires et les policiers, mais on voit bien aussi que dans la géopolitique, ambiante, on n'est pas à l'abri demain d'être obligé de protéger nos populations et les soignants auront naturellement un rôle du moment qu'on leur donne entre guillemets, «les armes» pour le faire. Qu'est-ce qui vous donne envie encore de vous battre pour le système de santé? Est-ce que vous n'êtes pas à un moment, un peu épuisé en se disant, «On n'y arrivera pas»? Ah bah, bien sûr qu'il y a des moments de découragement, mais après c'est un engagement, hein, quand on décide de faire du soin, décider à 17 ans de faire médecine, parce que vous avez regardé Médecins de nuit à la télé. C'est ça la vraie vie. Donc après, c'est un engagement professionnel. Moi, je trouve qu'on fait un très beau métier. Quand on est soignant, on s'occupe des gens. Je trouve que c'est quand même un beau métier. Après, moi, je crois à l'avenir de notre pays. Enfin, c'est pas quand c'est difficile qu'il faut déserter. Et je ne crois surtout pas que face à des problématiques complexes,
qu'on vient d'évoquer, hein, l'évolution d'un système de santé, c'est des problématiques complexes. Je ne crois pas qu'à des problèmes complexes, on peut avoir des solutions simples et c'est ce que je reproche un peu aux partis populistes, pour pas les nommer, vous voyez bien qui je veux dire, qui, proposent en fait des solutions simplistes, la retraite à 60 ans, le tout gratuit pour tout le monde et compagnie. Électoralement, je pense que c'est très porteur, on est bien d'accord. Mais la réalité des prix, pardon, mais heu les soignants comme, la population, française en général se fera bien une idée. Je pense il faut dire la vérité aux Français, et proposer des solutions qui peuvent changer, la vie des Français. Donc il faut avoir un vrai diagnostic, dire les choses, pas parler la langue de bois, dire que ça prendra plusieurs années ces transformations-là, au moins 5 ans pour stabiliser les choses et plus, que c'est des virages importants. Le Danemark, pardon, je fais une fixette, mais sont en pleine transformation de leur système de santé. Je crois que rien n'est immuable et qu'au contraire, je pense que, bah, il faut y croire. C'est-à-dire que si nous qui sommes engagés, nous n'y croyons plus, moi je me résous pas à laisser le pays. Le pays a connu aussi des périodes parfois un peu difficiles. C'est parfois d'ailleurs dans la difficulté qu'il se réforme, qu'il se restructure. En tout cas, moi je crois que on peut avoir, un engagement de sincérité et les Français, les Françaises comprennent aussi beaucoup mieux. Mais il y a des mesures qui doivent changer immédiatement. Il y a une rupture quand même à avoir avec des mesures très simples. On peut plus laisser des territoires dans l'état de désert, médicaux actuel. Il faut quand même qu'on puisse apporter des solutions, moins de 30 minutes, moins de 15 minutes, mais il faut qu'on ait des mesures quand même concrètes. Il faut que les gens, ne soient pas laissés abandonnés comme ils le sont dans certains territoires. C'est assez insupportable. Quel métier du soin est aujourd'hui pour vous le plus sous-estimé? Est-ce qu'on a des professionnels de santé qui sont, voilà, un petit peu mis de côté alors qu'aujourd'hui ils sont indispensables? Il y a beaucoup de discussions en ce moment sur les infirmières de bloc opératoire, notamment. Je pense qu'il faut pas perdre, c'est un vrai métier, c'est une vraie formation. Donc il y a eu ces difficultés-là où des mesures ont été appliquées beaucoup trop bêtement. C'est-à-dire que si vous n'étiez plus IBAUD, vous ne pouviez plus exercer dans un bloc opératoire et on ne pouvait pas d'un jour au lendemain fermer, la moitié des blocs opératoires en France. Donc qu'il y ait des périodes, d'ajustement pour maintenir l'activité dans l'intérêt du malade, encore une fois, hein, voilà. Mais il faut quand même qu'il y ait des métiers qui soient quand même, reconnus. Donc je pense notamment aux IBAUD, je pense notamment aux infirmières puéricultrices, qui peuvent jouer un rôle extrêmement important. On voit bien que la santé de l'enfant, des enfants est importante. Il y a toute cette réflexion sur la néonatologie, sur la mortalité, précoce de nos enfants. Donc je pense que ça soit dans les PMI, ça soit au niveau de l'aide sociale à l'enfance, des vrais conseils aux parents sans là non plus prendre le travail des pédiatres, ça n'a rien à voir. Après, je pense qu'on a un vrai sujet sur, les soins palliatifs. Qu'est-ce qui peut enclencher l'engagement des professionnels de santé dans les soins palliatifs? Parce que c'est vrai que c'est plutôt, moi, je pense, des sujets de formation continue. C'est assez rare qu'au début d'une carrière, vous embrassiez les soins palliatifs, donc favoriser la flexibilité, les parcours. Comment après infirmière pendant, tant d'années, médecin aux urgences, médecin en oncologie, bah, vous décidez d'être médecin infirmier de soins palliatifs. Et puis le dernier enjeu où je pense que c'est la filière de la psychiatrie, le manque de pédopsychiatres, le manque de psychiatres. Moi, je pense qu'on a probablement perdu quelque chose en supprimant cette spécialité d'infirmier, psy. Je crois que ça n'a pas été une bonne chose. Alors est-ce qu'on sera capable de réévaluer les choses? En tout cas, on sait que dans 40 des cas, les patients rentrent dans leur parcours de santé mentale par la crise. Donc on est un professionnel de santé formé à la psychiatrie dans toutes nos urgences de France pour pouvoir le prendre en charge, le mettre dans un parcours. Après la déstigmatisation, le repérage, il faut pouvoir enclencher, ces patients. Donc je dirais, voilà, mais après si je commence à faire une énumération, je pense qu'il y a les kinés aussi, qui ont besoin aussi au même titre que les infirmiers, d'une revalorisation de leur profession. Mais oui, je commence à ouvrir la boîte de Pandore, mais je pense qu'on a besoin de tout le monde pour faire un système de soins équilibré. On arrive à la fin de cet entretien. Il y a une question que je pose à chacun de mes invités en fin d'entretien, qui va vous demander de bien réfléchir. Quel professionnel de santé vous aimeriez entendre dans un prochain épisode? Quelqu'un qui vous a
inspiré ou qui vous inspire encore et que vous aimeriez écouter dans un prochain épisode du podcast? Et un professionnel de santé qui représente une profession, Quelqu'un en tout cas, un nom. Alors je suis sympa, vous avez le droit d'en donner 2 si vraiment vous n'arrivez pas à départager votre choix, mais quelqu'un en tout cas qui vous inspire. Je pense que c'est intéressant alors, de pouvoir écouter quelqu'un qui représente les soins palliatifs. Parce que je pense que c'est un véritable sujet. Je pense qu'il y a une méconnaissance, parfois d'adressage. Quels sont les prérequis des soins palliatifs? Donc je pense, à la présidente de la Société française de soins palliatifs, qui pourrait être une invitée, l'ancienne présidente Claire Fourcade. Je pense que les soins palliatifs, sont un sujet et puis, sur, la santé mentale qui reste, un grand sujet. Je pense que, par exemple, Rachel Bocher, qui a une vraie vision pour la santé mentale, la psychiatrie, comme avec beaucoup d'autres. Le problème, c'est que quand vous me demandez de citer un nom, je me mets, la moitié, les 99% autres à dos, mais je dirais que sur les soins palliatifs, puisque derrière il y a la question de fin de vie, vous savez que la loi de fin de vie est au Parlement en ce moment. En tout cas, inviter quelqu'un qui pourrait réexpliquer de l'intérieur les soins palliatifs et puis cette grande cause nationale de santé mentale avec le plan santé mentale et comment maintenant on décline par des mesures concrètes. Je dis Rachel Bocher parce qu'elle a été l'auteur avec d'autres, avec Madame Malâtre d'un rapport sur les mesures à prendre. Je pense que c'est voilà 2 noms sur la santé mentale et les soins palliatifs qui peuvent peut-être éclairer, vos auditeurs et notre communauté, soignante. Eh bien, c'est noté. En plus, on sera au cœur de l'actualité. Yannick Neuder, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé ce matin. C'était très intéressant de pouvoir avoir votre opinion à la fois en tant que médecin, mais aussi à la fois en tant que député. Je pense que ça nous a permis de nous éclairer un petit peu plus sur ce qui se joue aujourd'hui. Je vous remercie et je vous Merci à vous. souhaite à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.